Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, nous revoilà pour une seconde revue livresque. Enfin, c'est pas vraiment une revue ce que j'ai fait la dernière fois. Donc là, c'en est vraiment une. Je vais vous parler donc de ma dernière lecture, comme je vous l'ai dit précédemment, de Guillaume Musso. Et oui, je viens de finir et je l'ai dévoré. 2-3 jours, voilà, ça y est, je l'ai dévoré. Dans tous les sens du terme, un truc de fou. Donc je vais vous en parler un petit peu. Je vais pas vous lire, enfin, je sais pas si je vais vous lire la 4e de couverture en fait, parce que ça va pas trop vous aider. Enfin, je vais essayer de vous le faire à ma sauce. En tout cas. Je vais essayer. Donc, vous avez d'un côté Matthew, la quarantaine, si je me souviens bien, qui habite à Boston et qui est veuf, donc à sa femme qui est morte, Kate, elle s'appelle, qui est morte dans un accident de voiture, un tragique accident et tout l'année d'avant. Et il a une petite fille qui a 4 ans. Donc il vit toujours dans la même maison où il vivait avant et tout, sauf que pour être moins seul, je suppose, il a une colocataire, April, qui est une lesbienne un peu timbrée. Je dis pas que toutes les lesbiennes sont timbrées, mais celle-là si. Enfin en tout cas elle est un peu folle. Et elle dirige une galerie d'art érotique, plus c'est vrai. Et à un moment donné en fait, pour la énième fois, elle va le convaincre d'emprunter, enfin de monter dans sa voiture pour aller plus vite, pour quitter le lycée, parce que oui, c'est un professeur de philo à Harvard en fait. Et donc lui qui est très écolo, il prend toujours son vélo. Là cette fois-ci, il va dans la voiture à April, enfin avec elle en tout cas. Et en fait, donc elle doit déposer, elle doit vendre donc une estampe chinoise érotique à un gars. Donc elle lui dit bah attends-moi là et tout, j'arrive. Je devrais pas en avoir pour longtemps. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, après, il y a une brocante et tout qui a lieu pas loin, et Mathieu, sûrement pour penser à autre chose, j'en sais rien, bah il va être attiré par la brocante, il va y aller, et en fait il va voir un ordinateur, un vieil ordinateur, un Mac, mais un vieux modèle franchement. Et en fait, il va vouloir l'acheter. Il va être tenté et tout. Il se dit, j'ai jamais fait d'achat inconsidéré jusqu'à maintenant, avec le décès de ma femme et tout. Enfin bref, ça lui changerait les idées. Le problème, c'est qu'il a pas assez. Donc après, étant revenu et l'ayant aperçu, il dit, bah écoute, c'est pas grave, je te le prends. Donc voilà, elle lui achète, elle lui offre. Donc il va voir en fait qu'il y a toujours l'ancienne adresse de l'ancienne propriétaire d'ordinateur. Et il va vouloir la remercier. Donc par messagerie interposée, ils vont communiquer, donc il va lui envoyer déjà un premier mail pour la remercier et tout, pour lui dire que l'ordinateur fonctionne bien. Au début, elle va pas comprendre, elle dit mais de quoi vous parlez, j'ai toujours mon MacBook Pro, enfin j'ai toujours mon ordinateur avec moi, je vois pas de quoi vous parlez, enfin elle dit désolée, je me suis peut-être trompée, etc. Et puis après, je sais pas comment ça s'est passé, mais après donc s'enchaîne une conversation jusqu'à tard dans la soirée. Et je crois le lendemain, je sais plus si c'est le soir même ou le lendemain, qui décide en fait, grâce à April qui lui bouge un peu les fesses, il lui dit écoute, tu peux pas rester comme ça seule et tout. Faut vraiment que tu te sortes de cette léthargie dont tu t'es emprisonné, parce que ok t'as perdu ta femme, mais la vie reprend. La vie doit continuer, il faut vraiment que tu rencontres d'autres personnes et tout. Elle l'a pas formulé vraiment comme ça avec son langage cru, mais je vous passe les détails. Mais n'empêche que voilà. En gros, elle lui sort ça. Et donc il dit bah t'as raison et tout. Et donc il continue à communiquer avec cette fille, sans percevoir qu'ils ont pas mal de choses en commun, les mêmes goûts pour pas mal de choses et tout. Et sur un coup de tête, il décide de l'inviter au resto, un restaurant italien qu'il connaît bien, dont il connaît les propriétaires. Il décide carrément de l'inviter le lendemain soir. Normal. Le gars, il connaît pas la nana, il la met dans le lendemain soir. Bref. Alors moi, je sais pas si j'aurais accepté, mais donc elle accepte. Elle se dit, bah pourquoi pas, on verra bien ce qui se passe si c'est
ça aboutit à quelque chose, quoi. C'est le début d'une histoire ou pas, parce que elle qui a enchaîné les mauvaises rencontres et les mauvaises histoires, enfin, les histoires amoureuses pas très très sympa. Parce qu'en fait, elle est très fragile psychologiquement. On découvrira au fil du livre. Et donc bah je pense que ça, enfin elle pense que ça va lui faire du bien de sortir un peu de sa solitude, puisqu'en plus elle a un chien, enfin, elle vit qu'avec son chien, elle dit toi t'es le seul qui va pas me trahir, enfin c'est, pour dire ça faut vraiment qu'elle soit seule, quoi. Et donc elle va faire appel à un jeune clandestin, parce que c'est vrai qu'en plus il est vraiment sans papier et tout, un jeune clandestin français, par hasard un français, à son boulot, parce que donc elle est sommelière dans un grand restaurant. Et en fait, lui, il a, je crois, plus ou moins légalement fait en sorte d'effectuer un stage enfin, à ce restaurant-là. Et en fait, il va commettre une bourde dont Emma sera accusée par son patron. Et donc elle va s'apercevoir que c'est lui c'est ce stagiaire, enfin, c'est ce mec qui est même pas majeur en plus, qui l'a fait, ce gamin qui l'a fait. Et il dit bah écoute, puisque t'es si doué, l'informatique et tout, tu vas m'aider. J'ai besoin d'aller chez le coiffeur, puis faire les magasins pour m'acheter ça, ça et ça. Donc enfin bref, il va lui faire des faux papiers, faire bidouiller une réservation, parce que c'est un grand coiffeur et tout, qui a des attentes, enfin voilà. Et donc il va lui obtenir des rendez-vous pour aller chez le coiffeur, puis pour se faire belle, bah pour ce fameux rendez-vous. Et lui de son côté, Mathieu, pareil, il va se préparer. Bon, au départ, il sait pas trop comment s'y prendre, après il l'aide un peu. Donc il s'est rasé, parce que c'est une barbe de plusieurs jours qu'il a laissé pousser, puisqu'il était, enfin, vraiment, il avait touché le fond. Donc, bah, il faisait plus attention à lui physiquement, donc voilà. Donc, ce qui se passe ensuite, c'est que, donc, ils vont à ce rendez-vous tous les deux. Enfin, en tout cas, ils pensent qu'ils vont retrouver l'autre. Donc, la même heure, au même endroit. Sauf que, bah, ils se voient pas. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Attendez, sur la même table et tout. Je fais oui, bah oui, sur la même table. Je vous fais pas dire. Mais ils se voient pas. Donc on a en fait dans le livre c'est expliqué comme ça, mais le point de vue de l'un et de l'autre, enfin le point de vue, la vue de l'un et de l'autre, ce qu'il voit, ce qu'il fait et tout. Et en plus c'est étrange parce qu'en fait l'un se fait accueillir par le chef du restaurant et l'autre par sa femme. Je crois bien que c'est Emma qui se fait accueillir par la femme du cuistot et Mathieu par le cuistot. Enfin bref, chacun par une personne différente en plus. C'est ça qui est curieux, enfin, ce détail-là m'a un peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit là, c'est étrange. Et effectivement, parce que donc, ils vont poroter pendant plus d'une demi-heure, pensant que l'autre lui a posé un lapin, et tout. Et après, ils vont s'engueuler, tout simplement, se disputer, se prendre la tête, mais grave, par email interposé sur ce même ordinateur, pour dire oui, vous m'avez fait poroter et tout. Et non, mais vous rêvez, j'y étais et tout. Donc ils vont se prendre la tête et tout. Et ensuite, bah ça commence comme ça. Ils vont se demander comment se fait qu'ils se sont pas vus et tout. Et je me souviens plus. Ah oui, je crois que je me souviens. C'est après, oui voilà. C'est après donc ce fameux, je crois que je sais plus c'est avant ou après ce fameux rendez-vous. Je crois que c'est après. En fait, il va vouloir Mathieu remercier Emma voir Emma en tout cas pour l'ordinateur. Je crois que c'est pour la remercier ou un truc comme ça. Et son frère va dire mais pourquoi vous voulez parler à Emma? Donc il va lui dire et tout. Et oui, oui, je voudrais parler à Emma. Et oui, bah, il va y avoir un gros souci parce qu'Emma est morte. Donc là, il se dit c'est pas possible. Il se dit là, ça c'est pas logique, c'est un cauchemar. Et en fait, ils vont s'apercevoir l'un et l'autre qu'ils sont pas du tout dans le même espace-temps. Je m'explique. En fait, Emma
vivrait en 2010 et Matthew en 2011. Je sais, c'est un truc de fou. Mais moi aussi, j'ai eu du mal à suivre. D'ailleurs, vers la fin, je me suis demandé, mais attendez, on est en quelle année quand il se passe tel ou tel truc? J'ai dû revenir en arrière pour pouvoir essayer de comprendre. Parce que ce qui est bien, c'est qu'au début de chaque chapitre, en tout cas quand il passe à un autre personnage, Guillaume Musso, c'est bien parce qu'il met la date et le lieu. Pour qu'on puisse s'y retrouver, mais à un moment, il met plus rien. Donc à un moment, j'ai été perdue. Mais donc là, ça a été, mais j'ai eu du mal au début à me dire, mais attendez, on est en quelle année là? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à un moment donné, en fait, parce qu'au départ, en fait, Emma ne croit pas Matthew quand il lui dit ça. C'est parce que c'est lui qui s'en est rendu compte, en fait. Et il dit, mais je vous crois pas, et tout. Donc il va faire plusieurs trucs, il va prendre un cliché de lui. Excusez-moi. Il va prendre un... C'est vraiment pas beau. Il va prendre un cliché de lui via la webcam. Elle va lui dire oui, mais ça prouve rien, il y a Photoshop et tout machin. Je crois qu'il va prendre un cliché de lui avec le New York Times, je crois. Excusez-moi. Voilà, j'ai soif. Elle est vôtre. C'est que de l'eau. Hein. Donc il va prendre un cliché avec le New York Times et tout, et elle va dire, bah, espèce de crétin, ça prouve rien, Photoshop ça existe, et c'est très facile de photoshopper une photo. Et tout. Et donc en fait, après il va lui dire, bah tel soir, donc ce soir, il y a un match de basket, telle équipe contre telle équipe. Et il fait allumer votre poste de radio ou la télé, telle chaîne et tout, vous allez voir que c'est vrai. Et elle va se rendre à un bar, je crois, où il y a la télé. Donc des gars qui hurlent, voilà, des supporters, quoi. Et effectivement, c'est vrai. Sauf qu'il y a un truc qui cloche. Enfin, que moi je trouvais qui clochait, c'est que le score est pas le même. C'est qu'en fait, c'est ça que j'ai pas compris. C'est que il dit il y aura tel score, ce sera telle équipe qui va gagner. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Mais n'empêche que bah elle s'est aperçue qu'il y avait un truc qui, enfin, elle s'est mis à le croire. Elle s'est mis à y croire. Et donc au bout d'un moment, Matthew, à force d'enchaîner les preuves, ce que lui peut pas changer son époque, mais elle peut changer le futur. Elle s'est aperçue de ça aussi. Parce qu'en fait, elle a fait en sorte de changer le cours des choses. Parce que c'est censé être une vieille dame, je crois, qui avait une jeune hollandaise ou allemande, je sais plus, qui était censée gagner à la loterie. Non, pas la loterie. À la machine à sous, voilà. Qui était censée gagner à la machine à sous, et en fait, elle a pas gagné du tout. C'est Emma qui l'a bousculé son ménagement et qui a gagné. Et donc, elle a changé le cours des choses, elle a changé le titre du journal. Et donc, bah, ça a prouvé à Matthew que lui, il pouvait rien faire à ce qui était passé, puisque lui, il est en 2011 et elle en 2010. Et donc, du coup, Matthew va en profiter, entre guillemets, pour dire, bah, tenez, puisque vous êtes en 2010, pourquoi pas vous sauveriez ma femme? Vous sauveriez ma femme? Et bah, pourquoi pas? Non, Emma va refuser. Enfin, au début, du moins. Elle va refuser parce qu'en fait, elle est un peu fragile. Donc, comme je vous dis, elle est très fragile psychologiquement. Et elle va être très jalouse du bonheur de Matthew avec en tout cas du Matthew de 2010 parce qu'elle va le pister au final et elle va voir quoi donc il est heureux avec sa femme, sa fille, etc. Et donc elle va être hyper jalouse. Elle va dire pourquoi moi j'aurai pas le droit au bonheur et tout. Et donc voilà. Mais au final elle va accepter parce que lui il aura entre temps en 2011 donc pris son chien. Oui parce que le chien est resté en vie. Emma est morte mais le chien est resté en vie chez le frère. Et en fait, il va kidnapper le chien. Complètement débile. Il va kidnapper le chien, se filmer avec en webcam, avec un gros couteau à viande, gros couteau de boucher, couteau de cuisine ou je sais plus quoi, un gros couteau quoi. Et il a tout simplement menacé de tuer le clébard quoi. De tuer le chien. Un gros charpet, moche. J'ai rien contre les chiens, mais cette race-là, ça me dit rien. Bref,
plus décrit dans le livre, ça a l'air d'être pas un remuant en plus. Pas un pépère actif, quoi. Mais en tout cas, très très sympa, parce qu'apparemment, la petite fille, elle l'adore, hein. La petite Émilie, elle en est folle. Puis j'ai dit, oui, super content, on a un chien, nanana, tu m'avais promis, et puis bah finalement, effectivement, le temps du kidnapping, elle a le clébard, et puis le chien, pardon. Elle a le chien, et voilà, elle est super contente. Donc, il va se filmer en train de tenter de tuer le chien si jamais Emma ne fait pas ce qu'il lui a demandé. Et elle va céder. Elle va pister Kate, donc la femme à Matthew, qui est chirurgienne et tout, et qui va à son travail tous les jours à l'hôpital et tout. Et au départ, bah, c'était ça le truc. Sauf qu'à un moment donné, ça se passe pas du tout comme prévu. À un moment donné, elle piste Kate dans une brasserie, je crois. Et elle va s'apercevoir qu'elle est pas seule. Pas du genre avec sa tante ou sa grand-mère ou sa sœur ou une copine. Genre très bien accompagnée, si vous voyez ce que je veux dire. Effectivement, ça avait l'air d'être son amant. En tout cas, c'est ce que pense Emma. Elle va filmer la scène avec son smartphone et elle va vouloir l'envoyer à Matthew. Donc elle filme la scène et tout. Attendez, je me remémore en même temps. Oui, donc elle va le filmer, donc elle va l'envoyer à Matthew. Ah oui, et ce qui va se passer aussi, c'est que du coup, ce qui va se passer, c'est que la petite Émilie va vouloir voir ce que regarde son père sur l'ordinateur, parce qu'elle a du chocolat chaud dans les mains. Elle va se pencher un peu trop, et puis bing, sur l'ordinateur. Donc, mais bon, par un moyen un peu, enfin, pas très très scrupuleux, il va réussir à avoir les données, pas à avoir d'ordinateur, mais à avoir les données qui sont dessus. Oui, parce qu'au final, l'ordinateur ne sert plus à rien après. Après, l'ordinateur, on n'en parle plus dans l'histoire. Donc, il communique plus. En tout cas, plus vraiment. Bref, et donc il va voir le début du film. Lui, il aura le temps juste de voir le début du film. Voir sa femme avec un autre homme. En train de se, ni plus ni moins, de se fricoter. Mais il n'aura pas entendu ce qu'ils se sont dit, ni rien. Il n'en croit pas ses yeux. Donc il se pose tout un tas de questions, et tout. Enfin, il commence une espèce de raisonnement dans sa tête. Jusqu'à même un moment, ça j'ai trouvé ça complètement, très étrange, jusqu'à même un moment, grâce à une caractéristique génétique, peut-être se demander si sa fille est pas sa fille. Carrément, il va carrément, ni plus ni moins, jusqu'à ce qu'après sa colocataire l'en dissuade, et dissuade même, lui disent même de jeter l'ordinateur à la flotte. Il va carrément vouloir faire un test, parce que maintenant c'est par internet, ça se fait très rapidement, ça se commande très rapidement et tout. Carrément faire un test de paternité. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vachement captivant, parce qu'au final, donc, il va vouloir sauver Kate, et ça va pas du tout, mais alors pas du tout se passer comme ça. Il va y avoir le geek français, Romuald, qui va jouer un rôle hyper important, et voilà. Et finalement, il n'y a plus d'ordinateur. Il n'y a plus d'ordinateur. Mais l'enquête continue. Et l'histoire continue. C'est vraiment ficelé, mais génial. J'ai beaucoup adoré ce livre. Musso fait de plus en plus dans le thriller. J'espère qu'il fera pas trop dans le policier non plus. Parce que c'est très dommage. Il y a toujours cette part de surnaturel, cette part d'irréel. Un peu fantastique, quoi. Qu'on n'a pas trop de mal à comprendre. Qui me plaît beaucoup. Et j'espère franchement qu'il va garder ça. Parce que c'est ce qui me plaît vraiment dans Musso, en fait. Enfin, ce mélange des genres. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Je vous ai pas perdu en route. Si c'est le cas, désolé. C'est ma première revue, en tout cas entièrement consacrée à un seul bouquin. Je me suis dit,
c'est un gros pavé, donc je vais pas enchaîner plusieurs résumés de plusieurs bouquins. De toute façon, j'ai lu que celui-là pour l'instant. Mais je m'apprête à lire, comme je vous l'ai dit précédemment dans mon autre vidéo, les 50 nuances de Grey sur ma liseuse. Donc, et puis, je vous ferai un petit topo dès que j'aurai lu le premier tome. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!